J'ai provoqué, je pense surtout. Ouais. On a provoqué tous les deux l'opportunité, ouais. Parce qu'il y a des mecs qui se disent ouais mais lui il a de la chance. Mais est-ce que tu Ouais, penses non, que la mec, chance c'est se pas de la prend chance, non. Moi, si je bosse Parce que avec eux, c'est pas par hasard. Arthur a de la chance, il a une chaîne YouTube, il fait quelques milliers de vues. T'as bossé pour arriver là où t'es aujourd'hui. Bah ouais, carrément, tous les jours depuis 5 ans, ok, il y en a qui vont dire que c'est peut-être pas du taf, mais travailler sur soi, pour moi, c'est autant du taf que travailler ses cours de droit ou de kiné ou de, tu vois. Plancher 3 heures, meilleur investissement. plancher 3 heures par jour à apprendre tes leçons, pour moi, travailler sur soi, c'est pas moins du taf ou plus du taf, c'est du taf aussi, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Si je suis avec eux, c'est pas par hasard, tu vois. Donc Encore non, une c'est fois, pas de la chance. ouais. C'est pas de la chance. Franchement, je prends toujours cet exemple-là. T'as toujours l'impression quand tu vois un gymnaste aux Jeux Olympiques qui fait ces triples saltos là, que c'est hyper simple, hyper fluide. Sauf que c'est des milliers d'heures de travail derrière. Alors moi, je suis pas du tout à ce niveau-là en termes d'heures de taf. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il y a du taf quoi. Quelque chose qui paraît simple et qui paraît oh ouais, ce mec-là, il a de la chance. Non. En général, derrière, c'est qu'il y a du taf, tu vois. Tu sais que c'est toujours dur de savoir comment on démarre un podcast parce que en général je dis ouais on y va et tout mais je fais tout le temps la même intro et du coup maintenant j'essaie de démarrer l'intro, enfin démarrer l'enregistrement sans que la personne sache qu'on enregistre, comme ça on commence déjà à parler. Tu voudrais que ce soit plus naturel, mais vas-y, je te propose de t'asseoir dans un premier temps. Asseyons-nous dans un premier temps, les gens ne le voient pas mais allez vas-y, le coin est tout à fait adapté. Ouais. Mais du coup Arthur, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait plaisir, Tancred. Moi aussi ça me fait plaisir. Du coup, je t'ai invité parce que on s'est rencontrés et je trouvais que tu avais des choses intéressantes à partager, tu avais compris certaines choses et je pense que ça peut apporter de la valeur aux gens qui nous écoutent et ça peut les aider dans. Tu veux dire aux 80 personnes qui m'ont écouté. 80 personnes qui m'ont écouté. C'est une petite audience, hein. Je ne suis pas encore à tes 1500 abonnés. Ça va venir, ça va venir. Écoute, c'est patience, résilience, temps de travail. Exactement. Temps de travail. Exactement. Tout le monde commence par là. Mais du coup, est-ce que tu pourrais te présenter, dire ce que tu fais, ce que tu étudies? Comme ça, les gens savent un petit peu qui tu es. Moi, c'est Arthur. Je suis étudiant en kiné ici à Lille. J'ai toujours voulu faire ça parce que en fait, j'étais complètement paumé dans mes choix d'études et je trouvais que le retour au corps, c'était un bon moyen de trouver sa voie. Enfin, c'est un peu un genre de retour aux sources, au corps, aux choses essentielles dans tout ce fourmillement d'études qu'on te propose, que ce soit du droit, les multiples écoles de commerce, etc. Donc moi, je voulais absolument pas faire ça. Du coup, j'ai choisi kiné. Je suis pas sûr que ce soit ma voie tout à fait tracée, même si j'adore ça. Donc je suis un peu en quête de savoir ce que je veux faire. Donc je teste pas mal de choses. Je travaille pour un mec qui s'appelle Yann Piette, qui avant s'appelait Nicolas Dolto, qui a monté une grosse boîte et maintenant il a totalement changé de nom, il est reparti à zéro et je suis hyper content de relancer la machine avec lui. Je l'aide uniquement, en fait nous ce qu'on fait avec lui c'est qu'on travaille sur la séduction, donc on aide des gens dans leurs rencontres, dans leur vie de tous les jours, on les aide à faire des rencontres, on les aide à améliorer leur aisance sociale, toutes ces choses-là. C'est un peu plus du développement personnel que de la séduction pure. Et donc j'aide Yann à faire ça avec un ami à moi qui s'appelle Balex et donc on fait ça sur Paris, on s'éclate vraiment beaucoup à faire ça. C'est hyper enrichissant, ça nous permet de rencontrer des gens comme toi, tu vois. Je dis pas que tous les élèves qu'on a, on appelle ça des élèves, mais tous les élèves qu'on a sont comme toi, mais ça permet en plus de travailler comme un porc le week-end, de se dépasser, de faire énormément de choses, ça permet de rencontrer des gens très cool qui nous permettent de faire un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sympa, c'est toujours une bonne expérience. Moi j'ai jamais fait ça un podcast, j'ai un peu l'impression de parler dans le vide d'ailleurs. Non, t'inquiète. Le micro est beau en tout cas. Ouais, il est très beau. Et du coup, je fais ça, je fais pas mal de sport. Enfin, en fait, non, je dirais que la chose principale que je fais, c'est du sport. Surtout à la base, c'est vraiment ce qui me caractérise le plus, je pense. Je suis tout le temps en mouvement, quoi. Je fais tout le temps des trucs, que ce soit du vélo, de la course à pied. Je fais énormément de course à pied, c'est mon truc de base. Je fais tellement de course à pied que mon rêve, c'était de partir en Afrique avec les meilleurs coureurs du monde. Et c'est ce que j'ai fait 2 fois. J'ai fait ça au Kenya, en Éthiopie. Je me suis pris les branlées de ma vie là-bas. J'avais l'impression d'être une sous-merde, mais bon, ça va, je suis pas mort, donc je suis très content d'avoir fait ça. Et voilà, je fais énormément de sport, j'aime énormément partager des choses avec les gens, j'aime bien être dans cette dynamique de progression constante, que ce soit dans les études, dans le sport. J'avoue que les études, j'ai un peu mis ça de côté là, une grosse erreur, j'essaie de me remettre un peu les pieds dans l'étrier.
Voilà. Déjà, rien qu'avec ça, j'ai déjà plein de questions à te poser. Ah bah c'est cool ça, comme ça t'as qu'à me mettre des pauses. Hein. J'ai pas de bouton stop, mais tu peux. Non mais c'est bien d'avoir tout le morceau et puis ensuite on peut le retraverser. Vas-y, bah retraverse. Parce que moi, donc t'as commencé à travailler avec Yann Piette. Ouais, exactement. Comment t'as commencé à bosser avec lui? Comment est-ce que t'as commencé quoi? Bah en fait, il avait monté donc cette boîte qui s'appelait Coach en séduction. Et un jour, je suis allé le voir à Paris. On a dû communiquer par mail ou parce que dans cette boîte, il y avait un genre de forum où on communiquait. Et il a vu que j'avais de l'énergie. Enfin, je pense qu'il aimait bien ma façon de parler, etc. Il a vu que j'étais jeune en plus, donc j'ai dû le rappeler un peu. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 18 ans. Okay. Et j'ai dû lui rappeler un peu ces jeunes années d'enfance de jeune bicheur. Et du coup, on est rentré en contact comme ça. Je suis allé le voir à Paris. J'ai tout de suite plus sympathisé avec son frère qui s'appelle Thomas, tout simplement parce que j'ai été plus en contact avec lui, parce que Yann, forcément, il était en pleine. C'était un genre d'apéro avec plein de monde qui était venu le voir, donc il était en permanence sollicité. Ouais. Donc on s'était parlé, mais vite fait. Je me souviens, je lui avais écrit une lettre même que je lui avais filée. Et on s'est rencontrés comme ça. Après, c'est passé plusieurs années où j'ai continué à rester. Enfin, je suis resté en contact avec Thomas, surtout son frère, qui est aussi, qui a aussi aidé au montage de cette boîte. Et en fait, au fur et à mesure des années, il y a un écrémage qui s'est fait vis-à-vis de toutes les personnes qui étaient dans cette boîte-là, Coach en séduction. Et je suis un des seuls qui est resté, qui a continué à progresser, qui a vraiment continué à progresser. Et je me suis un peu démarqué comme ça. On a commencé à échanger. J'ai commencé à faire des vidéos avec lui, de rencontres où j'abordais des filles dans la rue, des vidéos où on parlait en face cam, où on expliquait un peu notre progression, un peu comme je le fais là. J'ai fait pas mal de vidéos où on aborde des gens, on aborde des filles et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour lui. Après, l'été dernier, là, on s'est appelé plusieurs fois avec Thomas qui est devenu plus un ami maintenant et on voulait monter un truc. En fait, il avait plein d'idées, Thomas, de faire une chaîne YouTube. Moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Je m'appelle Arthur, ça part un peu en live, mais bon, ça va finir par prendre forme. Tout tourne autour des rencontres, de la motivation, de l'état d'esprit, en fait, c'est vraiment ça. Et du coup, avec Thomas, il a eu plein d'idées là-dessus. Il voulait reformer une team en fait, parce que leur ancienne boîte Coach en séduction s'est arrêtée. Il voulait reformer une team, donc il a reformé un site qui s'appelle Yann Piette avec 2-3 jeunes comme moi, Alex qui a monté une chaîne qui s'appelle Balex. Et on travaille tous ensemble dans du coaching en séduction, on aide les gens à se dépasser, sortir leur zone de confort, faire des rencontres, voilà. Pour l'instant, on fait un peu tout ça. Et le but, c'est vraiment ça, c'est de travailler, de devenir bon là-dedans. Et je pense qu'avec Yann, Thomas, Balex et moi, on veut vraiment devenir les meilleurs là-dedans. Donc voilà, ça va demander du taf. Là, je suis en études, donc pour l'instant, j'ai pas trop le temps de m'y occuper. Mais d'ici un mois, je vais vraiment m'y occuper presque à plein temps, je pense. Donc voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as rencontré Yann et tu n'as pas hésité à aller vers lui, enfin plus vers Thomas. Et tu n'as pas demandé directement, je veux bosser avec vous. Jamais. Tu as fait en sorte de progresser et d'être suffisamment bon que pour pouvoir bosser avec eux en fait. Bah, tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait moi, je m'en foutais de ce qu'ils pouvaient penser ou quoi. Moi, Yann, par l'intermédiaire de son site, il me filait plein de conseils, on a pas mal échangé et moi j'ai progressé de mon côté jusqu'à un moment où je suis quand même devenu bon dans ce que je faisais. J'étais capable d'aborder vraiment n'importe quelle fille, de parler avec n'importe qui, que ce soit en bar, dans la rue, n'importe où. Tu avais du mal à faire ça en voyage. Oui, avant j'avais du mal à faire ça, on pourra en parler si tu veux après. Et donc du coup j'ai commencé à faire ça et j'ai commencé à devenir bon et au final quand tu deviens bon ça se remarque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec eux. Tu sors du lot quoi. Ouais, c'est un peu cette idée de sortir du lot. En fait je voulais pas sortir du lot, je voulais pas me démarquer de tous les autres mecs qu'il y avait, moi je voulais vraiment devenir bon dans ce que je faisais. Donc ça s'est fait naturellement de se démarquer en fait. C'est un peu comme le sportif, le mec qui est dans son club de sport. T'as ceux qui s'entraînent pas, pourtant ils sont dans le même club. Ceux qui s'entraînent comme des porcs, ils vont finir par être bons, par briller, être peut-être sportifs de haut niveau. Là c'est un peu le même délire. Et du coup, donc tu avais du mal à avoir de l'aisance sociale. Et c'est pour ça que tu as commencé à travailler sur toi-même. C'est pas tellement pour ça en fait. Pas pour ça. Parce que j'allais te dire, tu as vu que tu avais une difficulté et tu as commencé à bosser dessus quoi. En fait, j'ai pas eu le temps de me rendre compte que j'avais des difficultés parce que j'étais très jeune. Je sortais du lycée, tu vois, j'étais un gros puceau, j'étais un bébé quoi. Et en fait, je me souviendrai toujours, c'est que j'étais dans mon pieu un samedi soir, non pas en train de me branler mais presque. Et je suis tombé sur une vidéo c'était Nicolas Dolto avant. Et j'ai vu ça, je me suis dit c'est bon là mec, moi dès demain je fais ça quoi. Et en fait j'ai pas eu cette phase où
où j'ai senti que j'étais mauvais quelque part, je me suis juste dit, j'ai pas cette compétence-là qu'il a lui, qui me montre. Ouais. Je veux avoir cette compétence-là. Okay. Quand tu me dirais, toi demain, je vais être bon en bricolage, tu vas chez Bricorama, t'achètes tes clous et tu te mets à bricoler quoi. Bah là, c'est exactement pareil. Okay. J'étais dans mon pieu, je me suis dit, ok, alors le mec, il est capable d'aborder toutes les filles qu'il veut. Moi, je veux faire ça. Moi, je veux rencontrer toutes les filles que je veux, tu vois. Donc j'ai fait ça et c'est venu vachement par petites touches en fait. J'ai commencé à… Quand je sortais en boîte avec mes potes, c'était à la sortie du bac en plus, je me souviens, on sortait tous les soirs. J'ai commencé à parler mais c'était des trucs tout petits, tu vois. J'allais aborder des filles, je leur disais 2-3 mots, puis je me barrais, tu vois. J'ai commencé vraiment comme ça. J'ai commencé à danser n'importe comment aussi. J'ai commencé à faire le con, à en avoir rien à foutre de ce que les gens pouvaient penser. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, bah, t'étais beaucoup plus heureux, tu vois. Et t'étais beaucoup plus épanoui, tu t'en branlais de ce qu'ils pouvaient penser les gens. Et du coup, tu étais beaucoup plus proactif dans ta vie et tu n'avais pas trop de barrières. Tu vois, moi demain, si je dis que je veux me mettre à la collection de, j'en sais rien, la collection de casseroles, j'en ai rien à foutre. Enfin, j'aurais pas honte de ça et que mes parents me suivent ou me suivent pas, je m'en fous. Tu vois, je vais dans mon truc. Et en fait, tu te mets pas de limite en fait en ayant cet état d'esprit là. Et petit à petit, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un état d'esprit comme ça, vraiment plus je m'en foutiste, Alors bien sûr, quand je réaborde des filles ou quoi dans la rue, j'ai toujours un petit peu cette petite appréhension, mais c'est normal, tu vois, c'est pas quelque chose forcément de commun. D'évident, mais ça passe très vite en fait et je suis vite à l'aise. Et du coup, c'est venu vraiment progressivement, je dirais en 5-6 ans. Je suis passé de petites touches comme ça où j'allais aborder des gens, 2-3 mots, quelque chose, faire le con en soirée, etc. Avoir un bon état d'esprit détaché. Ah, maintenant, je pense que En fait, tu as commencé petit. Ouais. Quelles sont les plus petites actions que tu peux mettre en place pour commencer à avancer vers ton objectif? C'est ça. Et puis ensuite, c'est de plus en plus, tu avances et tu progresses, quoi. Moi, je crois, exactement ça. Et je crois que la chose que j'ai tout de suite compris, c'était que c'était l'état d'esprit qui était important. Donc en fait, moi, je cherchais pas de technique pour aborder les filles, tu vois. Genre, c'était pas tellement ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'est-ce qu'il fallait dégager pour plaire à une fille, tu vois. Et en fait, ça, je l'ai chopé assez vite. Enfin, j'ai compris assez vite, c'est que je voulais m'en battre les couilles en fait. Ouais. Je voulais que quand j'arrive dans un endroit, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pouvaient penser. Et donc du coup, je me suis mis à faire des trucs totalement un peu farfelus. On sortait avec des potes où il n'y avait personne sur la piste de danse, puis on allait à la queue leu comme ça, puis on commençait à danser comme des cons. Et au final, on s'est rendu compte que ça attirait les gens. Et on s'est dit, ah ouais putain, on fait de la merde, mais les gens ils kiffent en fait. Ouais. Et j'essaie dans la vie de tous les jours d'avoir cet état d'esprit là, de faire de la merde, mais que les gens kiffent. Ouais. C'est un peu le… C'est le fait de pas prêter attention au regard des autres, quoi. Ouais. En fait. Et il y a un autre truc que je suis en train de me rendre compte en ce moment, c'est que pour avoir cet esprit je m'en foutiste, il faut à un moment donné de ta vie t'en battre les couilles des autres. Sauf que ça peut pas durer très longtemps. Ok, pourquoi? Bah parce que t'en bats les couilles des autres, bah à un moment donné tu vas peut-être te retrouver tout seul, tu vois, parce que les gens ils vont plus forcément avoir d'affinité avec toi. C'est pas ce qui m'est arrivé, mais du coup là je suis en train de comprendre que fallait que je dégage un esprit je m'en foutiste, bats les couilles un petit peu, mais que je fasse quand même attention aux autres, tu vois. C'est-à-dire que quand je parle avec des gens, que je leur parle pas juste… Oui, ça pourrait paraître faux en fait. Exactement. Quand tu vas parler aux gens, tu te dis ouais, tu rencontres plein de gens, mais ça va pas en profondeur. C'est exactement ça. Les gens vont se dire, mais le mec s'en fout, il est hyper… Le mec il est hyper en superficie, hyper… c'est ça, superficiel et tout. Ouais, et ben il y a pas mal de gens en fait qui m'ont fait cette remarque-là. Notamment la copine d'un de mes meilleurs amis qui m'a dit, il y a peu de temps, il m'a dit, ouais toi la première fois que je t'ai vu, je t'ai détesté. Et en fait, il y a pas mal de personnes, dans ma vie c'est arrivé souvent ça. Ouais. Et c'est devenu mes amis ces gens-là en général. Les gens au début ils m'aimaient pas parce que voilà j'avais peut-être cette attitude un petit peu en superficie parce que j'étais vraiment foufou, j'étais dans ma tête et moi je voulais progresser moi-même. Je voulais avoir adopté cet état d'esprit-là donc je prenais pas en compte les autres en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup maintenant je fais un peu le chemin inverse, c'est-à-dire que cet état d'esprit maintenant je l'ai et maintenant j'essaie de me connecter aux gens, tu vois, un peu plus. Ouais. Des choses que je faisais pas avant. Ouais. Encore une fois, c'est de te rendre compte qu'il y a peut-être une lacune dans ce que tu fais et puis boum, tu agis pour que cette lacune soit moins forte entre guillemets. C'est un peu comme si tu prenais de la pâte à fixe et tu allais te combler des trous un peu partout. Tu mets des patchs et tout. Tu mets des patchs un peu partout, tu essaies que ce soit solide. Exactement. C'est un peu ce que je fais. Donc ça c'était la première question que je te posais, comment tu as commencé à bosser avec eux, que tu as mis en place les plus petites choses nécessaires pour commencer à avancer vers tes objectifs. Ouais. Tu as parlé que tu faisais du sport également. Ouais. Beaucoup. Ouais. D'où ça t'est venu et comment est-ce que tu t'es mis à progresser? Est-ce que il y a un type, est-ce que tu avais un modèle? Est-ce que c'était juste toi personnellement parce que tu avais envie de te dépasser? Il y a plusieurs choses là-dedans. Moi, genre quand j'avais 12-13 ans, j'étais au collège, j'étais un peu gros, tu vois.
Genre c'est plus le cas. Ouais. Mais j'étais un peu gros, j'étais un peu bouboule. Ouais. Et ça me triture un peu l'esprit, mais sans plus. Et je me souviendrai toujours de cette période-là, j'étais en 4e. 2 mois avant que mes parents se séparent, je savais pas du tout. J'ai commencé à faire du sport tous les jours. Ok, comme ça. Genre, mais je sais pas comment t'expliquer. Bah, ça, je sais pas. Comme si en fait, inconsciemment, je prenais conscience de quelque chose, que je voulais avoir un meilleur corps, une meilleure santé, etc. Je savais pas pourquoi je le faisais, mais je le faisais. Tu vois. J'ai commencé à courir tous les jours. Pas beaucoup, tu vois. Je devais courir à, je sais pas, 4-5 km. J'allais après les cours. Juste petit à petit, comme toujours. Tu commences exactement, exactement. Et en fait, je suis tombé totalement amoureux de l'Afrique. Et comme par hasard, les meilleurs dans le sport que je pratique, les meilleurs du monde dans le sport que je pratique, qui est la course à pied, la course de fond, c'est les Africains, c'est les Kenyans, les Éthiopiens. Et du coup, moi, un de mes rêves, c'était de finir mes études, enfin de finir mon concours de kiné et de me barrer au Kenya. Ce que j'ai fait, je suis parti 1 semaine après mon concours, j'ai pris mon sac à dos. Ouais. Je me souviens, c'est ma mère qui a rentré son code de carte bleue sur Air France ou sur… non, c'était quoi ? C'était Kenyan Airways, un truc comme ça. Elle a rentré son code de carte… Non, Turkish Airlines. Okay. Elle a rentré son code de carte bleue là-dedans, 650 € de billets d'avion. Je suis parti elle a dit ok comme ça, ah ok mon fils part au Kenya. Sa race. Ouais, j'imagine. Mais comment tu l'as convaincu du coup ? Bon, elle avait pas trop le choix, je crois. Okay. Elle savait que moi, de toute façon, j'allais partir, j'allais trouver un moyen de partir, j'aurais trouvé les thunes. Donc en fait, elle a mis… Parce que moi, ma carte bleue n'avait pas le montant nécessaire pour faire les 650 € d'avion. Donc c'est son code à elle que j'ai pris, mais après je l'ai remboursé. Okay. Et donc je me souviens, c'est elle, on avait fait ça dans un jardin. Elle avait rentré son code là-dedans. 1 semaine après, je suis parti tout seul. J'ai pris mon sac à dos. Mec, mes sacs, ils étaient tellement lourds que je te jure, déjà, je passais pas la porte de ma résidence. Et j'ai dû… Franchement, pour marcher jusqu'au métro, il y avait à peu près 80 mètres. J'ai dû perdre 1 kg déjà. Donc déjà, avant d'aller au Kenya, j'avais déjà perdu du poids parce que tellement j'en chiais à porter mes sacs. J'étais dans le métro tout seul avec 3 gros sacs à dos, 2 sacs machin, avec plein de paires de pompes pour courir et tout. J'ai galéré jusqu'au Kenya. Ouais. J'ai pris un avion jusqu'à Istanbul, j'ai pris un autre avion jusqu'au Kenya. Ouais. Ensuite un avion interne où j'ai attendu toute la journée dans un aéroport où personne parlait anglais. J'avais rien bouffé depuis je sais pas combien de temps, je flippais ma race. C'était totalement hors de ta zone de confort. Ouais, non mais là j'étais pas hors de ma zone de confort, là j'étais dans un autre monde. Autre univers, ouais. C'était génial, putain c'était génial. Et du coup, je suis parti vivre 1 mois et demi où on dormait par terre. On mangeait 1 fois par jour ou 2 fois par jour, toujours la même chose, des genres d'herbes vertes avec du maïs. Et on courait 2 fois par jour le matin à 6 h et le soir. Okay. Et j'ai perdu 6 ou 7 kilos alors que j'étais déjà maigre. Et je suis revenu totalement comme s'il y avait un boulon qui avait sauté, tu vois, au niveau de ma façon de voir les choses. Ouais. Il y a des moments où tu t'es dit qu'est-ce que je fous là ? Tous les jours, ouais. Et comment t'as tenu ? Bon, comment tu fais pour tenir tu te dis putain qu'est-ce que je fous là, j'ai envie de rentrer, mais qu'est-ce qui t'a maintenu sur place quoi ? Bah en fait moi je suis passionné de ces coureurs là depuis que j'ai commencé la course à pied, donc je te disais à 14 ans. Et en fait tout me passionne chez eux. Même leur physique, ils sont hyper beaux si tu veux, ils ont un corps extrêmement élancé, des muscles extrêmement saillants. Et tout me passionne chez eux, leur environnement de vie, leur environnement d'entraînement. Et donc du coup en fait j'en prenais tellement plein la gueule positivement là-bas que même si j'en chiais, même si on mangeait pas beaucoup, je devais aller faire caca 1 fois par semaine, tu vois. Même si c'était très douloureux, tout ce que tu gagnais sur le côté, ça contrebalançait en fait. Tout à fait, ouais. Okay. Tout à fait, ouais. Ok. Ça c'était génial. On courait là-bas tous les jours, j'ai noué des relations de ouf avec notamment un mec qui m'a emmené dans sa ferme, je sais pas si tu t'imagines. Là-bas en fait on vivait dans des camps d'entraînement. Ouais. Des gens, on est tous allongés sur des matelas par terre, on s'entraîne matin, midi, soir, tu vois. Et on mange tous ensemble. Sauf qu'en fait le week-end, parfois je rentrais dans sa famille à ce mec-là, c'est le mec qui m'avait hébergé dans son camp d'entraînement. Ouais. Et je suis arrivé dans une ferme, mon gars, en altitude qui surplombait la vallée du Rift, genre à 2600 mètres d'altitude. Immense, il est tout seul avec une forêt vierge autour de lui, tu vois. Et il surplombe toute une vallée. Et là il arrive, il a une petite maison en terre. Au-dessus de ça, je suis arrivé là. Et mec, en fait, t'es asphyxié par le paysage, par tout en fait. Par les gens qu'il y a là, t'es asphyxié tellement c'est beau en fait. Et du coup, voilà, tout ça, ça prenait le pas sur les souffrances un peu du… Voilà, sur les petites souffrances du quotidien. Parce que l'entraînement, c'était quand même vraiment dur.
La bouffe, c'était vraiment dur parce qu'en fait, tu t'entraînes comme un porc, mais tu bouffes pas comme tu veux. Tu vois, c'est pas facile. Ouais. Mais en fait, un truc qui est intéressant ici, c'est que tu es allé là-bas, mais tu n'avais pas le niveau des mecs avec qui tu allais courir. Clairement, tu étais. Absolument pas. Je pense que tu n'étais pas à leur niveau, quoi. Absolument pas. Mais le fait d'être dans cet environnement où tu étais entouré de gens qui étaient, eux, extrêmement bons, tu as rattrapé le niveau du groupe, en fait. Le fait d'être dans un environnement stimulant, est-ce que ça t'a poussé à, toi, progresser et à arriver, je ne vais pas dire à leur niveau, mais… Bah alors, il faut savoir qu'ils ont un niveau mondial, tu vois. Alors, ça fait partie des meilleurs coureurs du monde. Évidemment que je ne suis pas arrivé à leur niveau, très loin, et je pense que malheureusement, une des grandes déceptions de ma vie, c'est que j'arriverai jamais à leur niveau. Mais pourquoi est-ce qu'eux sont à ce niveau-là? Est-ce que c'est parce qu'ils commencent dès qu'ils sont jeunes ou est-ce que c'est parce qu'ils ont une capacité physique de base naturelle? Ils ont une capacité d'endurer la souffrance physique qui est totalement hors du commun. C'est mental. Ouais, tout est mental, ouais. Il y a certains chercheurs qui diront qu'il y a de la génétique, etc. Oui, c'est vrai qu'ils sont maigres, oui, c'est vrai qu'ils ont un rapport poids-puissance excellent, oui, tout ça c'est vrai. Mais en fait, tout ça, pour moi, pour avoir côtoyé l'Éthiopie et le Kenya, c'est insignifiant vis-à-vis de leur capacité mentale à se dépasser, se surpasser en fait. Tout ça c'est énorme. Donc pour revenir à ta question, oui, je n'aurais pas leur niveau, j'avais pas leur niveau, mais ça m'empêchait pas de m'entraîner avec eux parce que c'est des mecs qui courent tellement, qui courent pas tous les jours à 100% de leur capacité. Tu vois ce que je veux dire? Eux étaient peut-être à 60, 70, 80. Quand moi j'étais à 90 ou 100% de mes capacités, ils devaient être à 50, 60. Mais ils aimaient courir avec moi quand même, tu vois. C'était un échange aussi. C'était pas, c'était pas moi, j'étais pas juste là pour prendre leur niveau et pour m'imprégner d'eux. Et pour donner un petit exemple, j'avais un niveau, on va dire, un bon niveau régional avant de partir. Bon niveau régional, tu vois. En 1 mois et demi, je suis revenu, j'ai fait un 3000 mètres sur piste où j'ai fait 8 minutes 50, ça fait un tout petit peu moins de 21 km/h. 3 km en 8 minutes En 8 minutes 50. Alors c'est loin d'être un niveau national, c'est loin d'être exceptionnel, ça fait quand même presque 21 km/h, c'est pas mal. Et donc j'ai gagné quand même, je suis passé d'un petit niveau régional à un bon niveau interrégional, tu vois, donc un bon niveau des Hauts-de-France où j'ai, donc tu vois, en 1 mois et demi. Donc ça te laisse un peu subodorer ce que tu peux faire en plusieurs mois, quoi. Si tu restes là-bas, vivre 6 mois de l'année. Je connais quelqu'un, moi par exemple, qui s'appelle Julien Vanders. C'est un athlète de haut niveau suisse, un niveau mondial maintenant, qui lui, il a décidé de faire le choix de vivre là-bas. Lui, il est très fort en course à pied, très gros niveau, et il a décidé de vivre presque 10 mois de l'année là-bas. Et il passe d'un niveau excellent niveau national à presque mondial à là, il est parmi les meilleurs du monde. Mais là, la question que les gens vont se dire, ouais, mais il décide de vivre 10 mois là-bas. Mais les gens vont se dire, oui, mais moi je travaille, j'ai besoin d'un salaire. Comment est-ce qu'il fait matériellement? Bah, comment est-ce qu'il fait matériellement? C'est que le mec, il a une seule priorité dans sa vie, un seul objectif, c'est d'être le meilleur du monde en course à pied. Et il a tout mis de côté. C'est-à-dire que il a tout mis de côté, quoi. Il fait plus que ça. Ok. Donc voilà, il a dit pour s'entraîner, pour devenir le meilleur du monde, il faut s'entraîner avec les meilleurs du monde. C'est tout. Il est parti de ce constat simple et il a fait. C'est ton environnement qui va… Si tu es dans un mauvais environnement et qui est entre guillemets à contre-courant par rapport à tes objectifs et à ce que tu veux atteindre, ce sera beaucoup plus difficile, voire même impossible d'atteindre ce que tu veux faire. C'est impossible. Et c'est ça qui est intéressant avec ton histoire et le fait que tu sois parti au Kenya, c'est que tu t'es mis dans un environnement où tu étais dans une espèce de courant qui t'amenait naturellement vers là où tu voulais aller. Donc ça, c'est une chose intéressante. Une autre chose intéressante sur laquelle je voulais rebondir, c'est que même si tous les gens autour de toi étaient meilleurs, tu n'as pas commencé à te flageller et dire putain, je suis mauvais. Absolument pas. Parce que ça, c'est quelque chose, en tout cas moi, je le retrouve beaucoup chez moi. C'est quand je vois quelqu'un de meilleur que moi, mon ego va être touché. Et je vais dire putain, pourquoi est-ce que j'arrive pas à être meilleur, etc. Et un truc important à développer, je pense, ok, je suis moins bon, c'est pas grave, mais je vais m'améliorer. Et toi, c'est je pense ce que tu as fait, et cette mentalité-là que tu avais. Exactement. En fait, il y a plusieurs phénomènes là-dedans. C'est que je pense qu'il y a un phénomène inconscient de tous se tirer vers le haut. C'est-à-dire quand tu es dans un environnement comme ça avec que des athlètes de très très haut niveau, toutes leurs pensées en fait sont orientées vers la performance. Donc en fait, toi tu baignes dans cet environnement un peu mental où tout est orienté vers la performance. Donc en fait, ton corps, c'est comme s'il comprenait ce message-là. Tu vois ce que je veux dire? Un grand merci. Un grand merci, madame, pour ces magnifiques Perrier frais. Magnifique. Et donc en fait, tout ton corps, il est conditionné pour performer, tu vois. Tu n'es que dans un environnement qui te pousse vers le haut, que ce soit au niveau des relations sociales, des interactions que tu as avec les gens, et même au niveau inconscient. Tu traînes qu'avec des mecs qui sont forts, donc c'est comme si ton corps, il prenait l'image, il s'imprégnait de la puissance des mecs. Mais il y a un truc qui s'appelle les neurones miroirs. Exactement. Où tu apprends en regardant. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que, je vais te donner un exemple. Quand tu cours avec des Kenyans,
tu cours un peu en peloton. Ouais. C'est des grandes routes de terre infinissables où tu pars tout droit, tu sais pas où tu vas ni quand ça va se finir, mais tu pars avec eux. Et en fait, tu cours avec eux et on court tous très serrés. Et tu te rends compte qu'au fur et à mesure de l'entraînement, que l'entraînement se déroule, ta respiration se cale sur eux, le mouvement de tes bras, de tes jambes se cale sur eux et en fait, vous ne formez plus qu'un. Et ça, c'est un truc indescriptible. C'est que tu es avec eux et c'est comme si c'était une… Tu vois le truc d'une locomotive au niveau des roues là ? Ouais, même chose. C'est exactement ça qui se passe. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai jamais retrouvé ailleurs qu'en Afrique. Ouais. Eux, je pense que s'il y avait des scientifiques qui étudiaient les neurones miroirs chez les coureurs kényans, je pense qu'ils se prendraient des grosses claques dans la gueule parce que c'est incroyable ce qui se passe là-bas. Tu es dans un environnement qui te pousse à… Tout devient fluide en fait, tu vois. Tu penses même plus à la douleur et tout. C'est un truc de malade ce qui se passe là-bas. Mais du coup, la difficulté par rapport à ça, c'est que si quelqu'un qui voudrait se fixer un objectif mais qui se rend compte que son environnement l'empêche de l'atteindre, il va être obligé de faire des sacrifices. Tu dois faire des sacrifices. Tu dois dire, même si tes potes sont contre toi, tu dois fixer tes priorités, quoi. Exactement. Garde cette question en tête, parce que je voudrais juste rebondir sur un truc que tu as dit juste avant. Tu as dit, parfois, quand je vois des gens qui sont meilleurs que moi, mon ego a tendance à prendre un coup et je me flagelle au lieu de me remettre en question. Exact. Et ben en fait, moi je pense ce qu'il faut se dire dans ces cas-là, c'est que si tu vois par exemple un mec, tu vois, imagine on sort tous les deux en soirée, tu vois que je suis meilleur que toi avec les filles. Et ben en fait, il faut juste te dire que c'est sur la milliard de compétences qui forment ta personne, bah c'est juste une où je suis meilleur que toi. Tu es en train de voir une où je suis meilleur que toi. Ça, ton ego en prend un coup, tu dis oh putain ce mec il est meilleur que moi, mais ça sert à rien. Parce que si le lendemain on va faire une partie de tennis, bah tu seras peut-être meilleur que moi au tennis. Tu vois. Et donc en fait, tu es en train de te comparer à un truc. Bah ouais, mais mec, je suis meilleur que toi, mais peut-être moi, ça fait 10 ans que je bosse là-dessus et tu sais pas comparable. Tu vois, si tu bossais autant que moi, tu serais pareil que moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est exact. C'est un changement de mentalité en fait. On voit la façade, mais tu vois pas les coulisses, quoi. C'est ton émotion du moment qui te dit ouais, ce mec-là, il est meilleur que moi. Putain, comment ça se fait? Mais tu t'en bats la race. Enfin, toi, ce qu'il faut te dire, c'est qu'est-ce que je peux faire pour pas lui ressembler, mais devenir aussi bon que lui. Bah, mec, il y a pas de toute façon, un mec qui est bon. Bon, soit il était bon de base, mais c'est quand même relativement rare, mais très très bon était mauvais. On a très peu des mecs bons de base. Les très très bons sont devenus bons parce qu'ils étaient mauvais au début et ils voulaient devenir bons. Ouais. Donc, moi, j'ai quand même pas trop eu de soucis au début. Moi, je te dis, j'ai commencé tout seul. Je me souviens toujours de la première meuf que j'ai abordée dans la rue. C'était à la fac, tu vois, c'était pas mon premier jour de fac, mais presque. Tu sais, les amphis sont un peu comme ça en dévers. Moi, j'étais dans les premiers rangs, je voulais faire genre le mec sérieux et je me retourne. À un moment, je me retourne, je sais plus pourquoi. Et là, je vois un missile, mec. Un prototype nucléaire. Et là, je me dis, j'avais jamais abordé une meuf. Je me suis dit, direct dans ma tête, je me dis, oh là là, putain, celle-là, dès la sortie de la fac, il faut que je le fasse, quoi. Parce que c'est les premiers jours, je me suis dit, il faut pas que j'attende. Et en fait, j'ai attendu qu'elle sorte. Je suis sorti, j'ai fait mes trucs, puis elle est sortie de la fac. Je lui ai couru après, mais couru. Donc, t'as pas hésité, quoi. Parce que t'as quand même eu les 2 heures de cours pour te dire le truc. Parce que ça c'est difficile quand tu veux faire quelque chose, tu dois agir avant que ton cerveau se mette à réfléchir par rapport à ce que tu vas. Donc tu dois être très rapide, quoi. Hyper dur. Et là tu as cogité pendant 2 heures. Bah du coup moi j'avais qu'une chose en tête, c'était cette fille qui était incroyablement belle derrière. Alors il y avait cette cogitation, mais il y avait aussi le fait de se dire ok, de toute façon là si je mets pas le pied à l'étrier aujourd'hui, je le ferai jamais. Donc de toute façon en fait voilà, je me suis foutu un coup de pied au cul. Donc je lui ai couru après, mais couru c'est-à-dire tu vois j'ai pas trottiné, quoi. Et en fait elle est arrivée à sa voiture au même moment, elle a ouvert la porte, je me suis mangé sa porte, poum, comme ça direct, je me suis tapé une grosse barre. Et du coup, je lui ai dit un truc du style tu sais quoi, on a l'air d'être dans la même fac, j'avais trop envie de venir te parler, tu me fais trop rire et tout, je sais plus, elle avait une dégaine de merde un peu. Bref, on a commencé à parler. Et là, elle a commencé à dire ah, je connais personne, trop cool. On a commencé à discuter. Et là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, moi, je crois qu'au niveau des interactions, j'ai tout de suite été à l'aise, très à l'aise, mais je faisais sûrement un peu de la merde, tu vois. Si on devait parler de technique pure… Il faut être ok avec le fait que quand tu démarres, tu fais de toute façon quelque chose de pas parfait. Forcément de la merde. Si on devait parler de technique, peut-être que je posais trop de questions ou des trucs comme ça, mais en tout cas j'étais très à l'aise, tu vois. Et du coup cette fille-là, j'ai pris son numéro, elle m'a probablement jamais rappelé. On s'est jamais revu, je crois. C'est vrai ouais, j'avais fait l'erreur, j'avais été peut-être trop précipité. Je sais plus ce que j'avais fait, j'ai peut-être envoyé trop de messages ou des erreurs de merde, tu vois. Mais bon, en tout cas ça m'avait mis le pied à l'étrier cette histoire. Manon, elle s'appelait. Encore.
On se souvient. Mais du coup, là, par rapport à ce truc-là, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as été lui parler sans savoir ce que tu allais dire, donc tu n'étais pas prêt en fait. Et donc tu as commencé avant d'être prêt. J'avais quand même vu pas mal de vidéos de Nicolas, enfin de Yann. Parce qu'un truc en entrepreneuriat, c'est start before you feel ready. Commencer avant d'être prêt, parce que tu seras jamais prêt. Bah ouais, tu seras jamais prêt. C'est exactement tout ce qu'on essaie de faire nous en atelier. Tu sais, les ateliers que je te parlais avec Yann où on coach les mecs, c'est que nous, on a cet état d'esprit où on agit avant de réfléchir, tu vois. On tente un truc et on réfléchit après. On dit toujours aux mecs, allez aborder les filles, allez leur dire ça, on leur demande de ne pas réfléchir, ils font. Après ils disent ah ouais, mais c'est hyper contre-intuitif hein. Ouais, c'est hyper contre-intuitif. Mais en fait, je sais pas si tu te souviens, mais c'est possible que le lendemain tu te dises, tu réfléchisses sur ce que tu as fait la veille et tu… Merde, je sais plus ce que je voulais revenir. Tu réfléchis sur ce que tu as fait la veille et c'est le lendemain où c'est productif en fait la réflexion dessus. Tu vois, les mecs le lendemain ils se disent ah ouais, j'ai bien fait de pas réfléchir, j'ai bien fait de t'écouter et m'envoyer parce que là ce matin j'ai compris, tu vois. C'est ça. Il a compris pourquoi il avait fait ça. Tu agis et puis ensuite ton cerveau retravaille dessus, tu repenses et puis tous les points s'alignent quoi. Alors ça c'est dans l'idéal, tu vois. Moi je dis pas que dans toute ma vie je suis comme ça. Non, il y a plein de domaines où parfois je réfléchis comme un porc avant de faire des trucs. En théorie c'est comme ça quoi. Mais en théorie, pour réussir à sortir de sa zone de confort et se dépasser, c'est vraiment l'idéal. Ouais. C'est d'agir avant de réfléchir. Ouais. Ça c'est sûr. Par exemple, un truc tout con, y a plein de personnes qui disent ouais, je sais pas trop, enfin tu vois, genre j'ai envie de faire un road trip et tout, mais je sais pas trop où je vais, Moi ce que j'ai fait au Kenya, c'est qu'avant même d'organiser quoi que ce soit, j'ai pris mes billets d'avion. En fait, tu es engagé dans tes billets d'avion, du coup, bah, tu vois, tu as agi avant de réfléchir, du coup, tu es engagé dans un truc. Et t'es obligé de le faire quoi. Tu veux dire, t'as pas le choix quoi. C'est comme quand tu veux changer d'appart, résilie ton bail et puis après tu dois trouver. C'est exactement ça. Moi j'ai eu une semaine pour changer d'appart. J'ai fait je sais pas 10 visites par jour et je l'ai trouvé mon appart en 3 jours, tu vois. Ouais. Alors qu'il y a des gens ils vont mettre 3 mois à faire ça. Donc ouais, c'est concept quoi. Ouais. Commence avant d'être prêt et fais en sorte de pas avoir le choix quoi. Tu sautes et puis. Ouais c'est ça. C'est un peu ça l'idée. Fais en sorte de t'en sortir. C'est un peu ça l'idée qu'on essaie de montrer dans notre chaîne YouTube. Je m'appelle Arthur. C'est un peu bancal pour l'instant, mais bon. Je m'appelle Arthur. Tu l'as commencé, justement, on va parler un peu de ta chaîne YouTube. Tu l'as commencé suite à l'initiative de Yann et Thomas ou c'était toi Surtout de Thomas. Ok. Alors, en fait, pas tellement. En fait, cet été, j'étais chez mes grands-parents. Je faisais de la planche à voile tous les jours et du coup, j'avais pas mal de temps pour réfléchir. Et j'appelais régulièrement Thomas parce que c'est un mec que j'adore et puis on s'appelait et puis je sentais qu'ils étaient dans une phase de renouveau, ils allaient perdre la boîte coach en séduction, etc. Donc j'avais envie en fait exactement cette idée d'agir avant de réfléchir. Je savais pas ce qui se passait, mais je savais qu'il fallait que je chope le train pendant qu'il était en train de passer, sinon il allait être trop tard. Ouais. Donc en fait on discutait pas mal au téléphone, on a essayé d'apporter des idées. Il dit ah ce serait peut-être cool que tu viennes bosser avec nous à Paris, peut-être qu'un jour tu feras des coachings. Écoute moi, il m'a dit pour l'instant j'ai une idée de faire une chaîne vidéo, machin et tout. Je lui ai dit bah écoute moi j'aimerais bien aussi si on fait ça, faire passer ce genre de messages, etc. Donc en fait au fur et à mesure on a discuté. Donc c'est plus Thomas qui est à l'origine du projet structurel, mais sinon les idées elles ont quand même émergé un peu tous les deux, tu vois. Mais structurellement oui, moi j'y connais rien à internet, j'y connais rien à YouTube, c'est lui qui a fait. T'as saisi l'opportunité quoi. J'ai provoqué je pense surtout, on a provoqué tous les deux l'opportunité Parce qu'il y a des mecs qui se disent ouais mais lui il a de la chance. Est-ce que tu penses que la chance c'est pas de la chance, non. Moi si je bosse avec eux c'est pas par hasard. Arthur a de la chance, il a une chaîne YouTube, il fait quelques milliers de vues, ça a l'air de marcher. Sans rien faire en plus, sans rien faire. T'as de la chance. Je fais ce que j'aime en fait. T'as de la chance. Ouais. Non, je rigole. C'est ce que les gens peuvent dire quoi. Alors que la chance, t'as bossé pour arriver là où t'es aujourd'hui. Bah ouais, carrément. Tous les jours depuis 5 ans. Ok, il y en a qui vont dire que c'est peut-être pas du taf, mais travailler sur soi, pour moi, c'est autant du taf que travailler ses cours de droit ou de kiné ou de, tu vois. Plancher 3 heures. Ton meilleur investissement. Plancher 3 heures par jour à apprendre tes leçons. Pour moi, travailler sur soi, c'est pas moins du taf ou plus du taf, c'est du taf aussi, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Si je suis avec eux, c'est pas par hasard, tu vois. Donc, non, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance. Franchement, je prends toujours cet exemple-là. T'as toujours l'impression quand tu vois un gymnaste aux Jeux Olympiques qui fait ces triples saltos là, que c'est hyper simple, hyper fluide. Sauf que c'est des milliers d'heures de travail derrière. Alors moi je suis pas du tout à ce niveau-là en termes d'heures de taf. Mais ce que je veux dire c'est que derrière il y a du taf quoi. Quelque chose qui paraît simple et qui paraît ce mec-là il a de la chance. Non. En général derrière c'est qu'il y a du taf, tu vois.
C'est comme Yann Piette quand il a monté sa première boîte coach en séduction. Tout le monde disait en commentaire ouais mais lui il a une petite allure de PD, il aborde des meufs, c'est facile, etc. Les gars, le mec ça fait des années qu'il tu vois pas le travail qui a été fait en tu vois que l'iceberg, tu vois que le petit truc qui pointe le bout de son nez, tu vois pas tout ce qu'il y a derrière. Hein. Donc ça me fait bien marrer les gens qui disent ça. C'est une façon de se rassurer aussi de dire ça. Ouais, vraiment. Le fait de se dire ouais il a de la chance, ça t'évite de te remettre en question et te dire que peut-être tu mets pas les choses en place qui sont nécessaires pour atteindre tes objectifs, quoi. Exactement. C'est une façon que ton cerveau, je pense, il a de se mettre en sécurité, de pas se mettre en danger en fait. Parce que c'est se mettre en danger quelque part de sortir de sa zone de confort tous les jours. Tu vois, ton cerveau, il aime pas trop ça. Il aime pas trop le changement d'habitude, le changement de personnalité. Enfin, pas de personnalité, mais il aime pas le changement, quoi. Il aime pas le changement, quoi. Tu vois. Alors que ça peut être bénéfique, quoi. Et il a peur de l'inconnu et il a peur de ce qui peut arriver. En fait, ce qui se passe quand tu abordes une fille dans la rue, l'appréhension que tu as avant, c'est juste ton cerveau qui te dit hey, ça t'est déjà arrivé de te prendre des vents, j'ai pas envie que ça recommence. Il faut être ok avec le fait avec leur flux, en fait, avec leur jet. Ouais, c'est ça. Et je pense que là, on retouche encore à la question de l'ego, le fait d'être rejeté et d'être ok avec le fait d'être rejeté. De toute façon, la séduction, les relations, c'est qu'une question d'ego. Faut être capable de foutre à la porte. Ouais. Comment tu fais, toi? Tu le mets derrière? Mec, c'est chaud, hein. Parfois c'est chaud. Hein. C'est toutes les petites actions que je t'ai exprimées un peu au début, tu vois, le fait de s'en ficher un peu de ce que les gens pensent, de faire ton chemin, tu vois, de faire des trucs, de tout le temps faire des trucs, d'avoir des objectifs qui sont en sport, dans ton taf, etc. D'essayer de te surpasser. Mais moi je me dis, enfin c'est un truc, je me dis, hey mec, là tu fous ton ego de côté, tu vois. Ouais. Mais je me le martèle, tu vois. Donc ça c'est vraiment un travail qui est difficile à faire. Ouais, c'est pas évident du tout. C'est comme, pour moi tous les mecs qui réussissent dans la vie, enfin si on considère que monter une grosse entreprise c'est réussir dans la vie, c'est une des façons de réussir. Ouais. Tu vois, Mark Zuckerberg, le mec, je sais pas, j'ai dû le dire dans ma conf ça avec Yann justement. Ouais. Le mec il a monté une grosse puissance mondiale, Facebook, Instagram. Et je veux dire, il était en tongs et en claquettes, tu vois. Et il s'en battait les couilles que les gens se foutent de sa gueule, qu'il était en tongs et en claquettes. Et lui, il peut se le permettre, parce que de toute façon, le mec, il a construit une $1 billion compagnie, donc ce que les gens pensent, ils s'en tapent. Ouais, mais surtout, il s'en battait les couilles avant d'avoir monté ça, avant d'être connu, tu vois. C'est vrai aussi. Et donc ça, c'est des mecs qui sont capables de foutre leur ego de côté. Mais si tu veux être bon, pour moi, ça, c'est une des solutions. Une des solutions pour réussir, en tout cas. Ouais, totalement. Tu es dans le coaching séduction. Ouais. J'aime pas trop ce mot séduction, c'est vrai que c'est quelque chose. Non, mais c'est le mot en tout cas. C'est quelque chose qui n'a pas hyper bonne réputation. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Comment vous gérez ça? Moi, on s'en branle. Magnifique réponse. Franchement, on s'en bat les couilles. Ouais. C'est-à-dire que nous, ce qu'on se dit, c'est un peu ce que je me souviens très bien d'ailleurs. Yann te l'avait dit en coaching. Ouais. Et ce qu'il avait dit, c'est que, hey mec, je veux dire, des rencontres entre des hommes et des femmes. Avant l'invention d'internet et des applis, ça se fait depuis des milliers d'années, tu vois. Ouais. C'est pas maintenant que ça va changer. C'est pas parce qu'il y a 3 personnes dans la rue qui manifestent ou beaucoup plus que ça va changer. Il y aura toujours des rencontres. Les filles, si c'est bien fait, c'est quelque chose qu'elles kifferont toujours. Donc non, nous on s'en fout, tu vois. Non. Et puis je vais te dire, quand je suis en coaching, ça nous est jamais arrivé d'avoir des remarques un peu négatives sur ça. Ouais. Moi personnellement, ça m'est jamais arrivé. Le pire que tu puisses te prendre comme remarque, c'est je suis pressé, bonne journée, quoi. Tu vois, à la limite, et je vais te dire, tu vas pas mourir. Hein. Ouais. En fait, il n'y a pas de risque, quoi. Zéro. Quand tu. Mais c'est partout pareil, dès que tu veux faire quelque chose, tu te dis, ouais, je pense, qu'est-ce qui va se passer si j'échoue? Et au final, il se passe pas grand chose et il se passe rien. Il se passe rien du tout, quoi. Si t'échoues, aucun risque, quoi. Si t'échoues, c'est même trop bien parce que quand t'échoues, il t'arrive toujours quelque chose de bien derrière. Ouais. Donc du coup, non, il n'y a aucun risque. Il y a absolument aucun risque. Donc, autre question par rapport à ça, tu es dans la transmission, donc tu as des élèves. Ouais. Tu dois être capable de faire passer un message. Ouais. J'essaye en tout cas de le faire. Tu essayes de le faire. Comment est-ce que ça t'est venu? Comment est-ce que tu fais pour que ton message soit entre guillemets compris par la personne à qui tu t'adresses, quoi? Tu vois, comment est-ce que tu fais pour transmettre ce que tu sais? Difficile comme question. Tu pourrais essayer de la détailler un peu plus? Bah du coup, admettons, mais je pose cette question parce qu'un entrepreneur. Non mais tu veux quoi? Tu veux des. Un entrepreneur qui lance sa boîte doit être capable de l'expliquer, il doit être capable de la vendre. Toi, quand tu veux faire passer un message à quelqu'un, est-ce que tu vas lui expliquer comment tu lui expliques, quoi? Tu vois? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que les mecs, quand ils viennent nous voir, ils savent ce que c'est d'avoir des défis. Ils ont vu plein de vidéos. Ils ont vu une vidéo qu'on leur envoie avant où on explique les bases, tu vois, comment faire un stop, comment faire des suppositions, comment faire ce qu'on a fait. Ils arrivent déjà à peu près, quoi. Ils arrivent avec un bagage théorique. Moi, ce que j'aime bien faire,
c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est agir avant de réfléchir. C'est que je les envoie faire, je les regarde attentivement, leur façon de s'exprimer, est-ce qu'ils parlent vite, est-ce qu'ils parlent pas vite, est-ce qu'ils gesticulent un peu dans tous les sens. Je regarde ça, surtout leur langage corporel. Langage corporel. En fait, si tu regardes ça, tu as vachement d'informations sur ce qu'ils disent aussi. Je regarde ça, je prends le mec à part, je débrief, je lui demande ce qu'il a ressenti et je lui dis écoute, toi ton problème c'est ça, t'es pas capable de faire ça. Enfin non, je dis pas ça. Je dis toi ton problème c'est ça, c'est que t'as du mal à faire ça, j'ai remarqué que t'étais comme ça, etc. Essaye de faire ça plutôt, tu vois. Et je corrige en fait les trucs petit à petit. Genre, un exemple. Toi, genre je le prends en débrief, il vient d'aborder la fille. Écoute, machin, j'ai vu que quand tu parlais à une fille, tu gesticulais à mort et tu étais vachement penché vers elle. La prochaine fille que tu abordes, tu vas essayer quand tu l'abordes d'être plus en arrière sur tes appuis, tu vois, et d'être un peu éloigné d'elle, tu vois, comme ça. Pas d'être en position de demandeur comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, si je te parle un peu comme ça, position de demandeur, très très désagréable. Tu vois, je rentre un peu dans ta zone. Ouais, totalement. Tu vois, dans ton intimité. Dans ton intimité. Et ça, un mec qui fait ça, je lui dis écoute, ton problème c'est ça, il faudrait que tu essaies de faire ça la prochaine fois pour pas que ça se reproduise. Et petit à petit, j'essaie de cerner tous les problèmes comme ça et on les corrige au fur et à mesure. Petit à petit, quoi. C'est tout ça. C'est exactement là. On revient toujours à la même chose. C'est step by step, tu progresses et t'avances, quoi. Et le pire, en fait, c'est d'avoir des élèves qui veulent progresser tout de suite. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas du tout fait ce travail nécessaire sur eux, ils n'ont pas le background nécessaire, tu vois, sur leur vie, sur ce qu'ils font, sur leur personnalité. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre et ils veulent tout d'un coup sans se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que tu as des mecs, ils viennent, ils veulent savoir faire des rencontres. Sans être méchant avec eux, ils savent à peine aligner 3 mots en français correct. Donc déjà j'ai envie de dire, écoute, peut-être qu'avant de faire ça, ce serait peut-être judicieux d'apprendre correctement. Enfin tu vois, c'est des trucs de base. Là je te donne un exemple comme ça, mais… faut être patient, quoi. Voilà, il ne faut pas tout vouloir d'un coup. Et donc moi ce que je fais, c'est quand je donne des conseils, c'est petit à petit, à petite touche. Et sur tout un week-end, en général, j'ai balayé l'ensemble de leurs problématiques. Et après, les clés sont dans leurs mains pour… En fait, c'est un processus, quoi. Et on disait tout à l'heure avec le travail, quelqu'un qui est ultra débutant, qui va voir un pro, il va dire je vais être comme le pro directement, mais il ne voit pas toutes les étapes qui sont nécessaires pour arriver au parcours. Il regarde LeBron James comme il est aujourd'hui, il regarde Ronaldo comme il est aujourd'hui, mais il ne voit pas tout ce qu'ils ont fait. Tu ne deviendras pas Ronaldo du jour au lendemain. Ronaldo, avant d'être capable de faire 3000 jongles, je pense qu'il en a fait un paquet. Voilà, donc, évidemment. Donc voilà, il y a des choses intéressantes qui sont sorties de cette discussion, de ce podcast. On va arriver tout doucement à la fin. C'est une question que je pose, c'est la question que je pose à la fin à chaque fois. Je suis sûrement pas préparé. Quelqu'un qui veut se lancer dans n'importe quoi, il a un projet, il a envie de créer quelque chose. Tu donnerais quoi comme conseil à cette personne? Il a envie de démarrer un truc. Dans le cas où il sait déjà ce qu'il veut démarrer, ses objectifs sont déjà clairs. Il sait où il va. Ouais. Bah en fait, je dirais, c'est ce qui a marché pour moi, c'est de tous les jours penser, respirer, chier, bouffer ton projet. C'est-à-dire tous les jours, à chaque instant, pas à chaque instant parce qu'il faut quand même des temps de repos pour ton esprit, mais tous les jours en fait, tu dois t'imprégner et transpirer ton projet, tu vois. C'est-à-dire que le mec qui veut devenir sportif de haut niveau, tous les jours, il doit faire plusieurs heures par jour un truc qui est en rapport avec son sport, tu vois. Si le mec il est footballeur, il doit faire du gainage, de la muscu, il doit aller courir, il doit toucher le ballon, etc. Si le mec il veut être bon en séduction, tous les jours, quand il va voir sa boulangère, il essaie d'avoir une discussion pas banale avec qui sort de la banalité avec sa boulangère. Quand il va à la caissière, pareil. Quand il croise le regard de gens dans la rue, pareil. Il essaie d'être présent envers les personnes. Tu vois, tous les jours tu penses, tu respires ton projet. Donc le mec qui veut se lancer, moi je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Faut pas se dire dedans, quoi. Voilà, faut pas se dire vas-y, je m'y consacre tant de temps par semaine, etc. Faut le transpirer tout le temps. Presque tout le temps. C'est ça que je donnerais comme conseil. Si les gens s'intéressent à ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Où est-ce qu'on les renvoie? Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a ma chaîne à moi qui s'appelle Je m'appelle Arthur, c'est ma chaîne YouTube, qui va vous renvoyer vers le site de Yann Piet. Sur Yann Piet, il y a le club des bicheurs, ça s'appelle. C'est un nom un peu rigolo, où c'est un club où on est tous avec des mecs qui veulent progresser dans les relations sociales, dans la séduction. Donc je m'appelle Arthur, Yann Piet, le club des bicheurs sur Yann Piet. Et il y a un autre site qui est rattaché pour les gens qui s'y intéressent vraiment plus et qui veulent faire des coachings avec nous qui s'appelle zonedeconfort.fr. Donc voilà, il y a 4 gros trucs.
Je m'appelle Arthur, Yann Piette, Club des Bicheurs et zone de confort.fr. Parfait. C'est les 4 endroits où on peut nous retrouver. Je mettrai tous les liens. Merci à toi Arthur. Merci, c'était sympa.